Chapitre 25. Nous savons que la pluralité, en général, est conditionnée nécessairement par l'espace et le temps, et n'est pensable qu'au sein de ces concepts que nous nommons, sous ce point de vue, principes d'individuation. Mais nous avons reconnu l'espace et le temps comme des formes du principe de raison, dans lequel s'exprime toute notre connaissance a priori. Or, nous l'avons montré, elle ne convient en tant que telle qu'à la cognition des choses, et non aux choses en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elle n'est que la forme de notre connaissance, et non la propriété de la chose en soi, qui, en tant que telle, est indépendante de toute forme de la connaissance, même de la plus générale, celle qui consiste à être objet pour le sujet. Et elle est de tout point différente de la représentation. Si donc cette chose en soi, comme je crois l'avoir suffisamment démontré et clairement fait voir, est la volonté, elle est en dehors du temps et de l'espace, en tant que telle, et séparée de son phénomène. Elle ne connaît pas la pluralité, elle est une par conséquent. Toutefois, elle ne l'est pas à la façon d'un individu ou d'un concept, mais comme une chose à laquelle le principe d'individuation, c'est-à-dire la condition même de toute pluralité possible, est étrangère. La pluralité des choses dans le temps et l'espace, qui composent à eux deux son objectivité, ne la concerne pas, et en dépit d'eux, elle reste indivisible. Il n'y a pas une petite partie d'elle dans la pierre et une grande dans l'individu. Comme le rapport de la partie au tout appartient exclusivement à l'espace, et n'a plus aucun sens dès qu'on est sorti de cette forme d'intuition, de même, le plus et le moins ne concernent que le phénomène, c'est-à-dire la visibilité, l'objectivation. Celle-ci existe à un plus haut degré dans le végétal que dans la pierre, dans l'animal que dans la plante. Bien plus, sa manifestation visible, son objectivation, a autant de dégradations infinies qu'il en existe entre la plus pâle lueur crépusculaire et les plus éclatantes lumières, entre le son le plus intense et le plus faible murmure. Nous reviendrons plus loin à l'étude de ces degrés de visibilité qui appartiennent à son objectivation, à l'image de son essence. Autant ces divers degrés d'objectivation touchent peu directement la volonté, autant et moins encore celle-ci est atteinte par la pluralité de ses manifestations à ces différents degrés, c'est-à-dire par le nombre d'individus de chaque forme ou de manifestations isolées de chaque force, vu que cette pluralité a pour condition immédiate le temps et l'espace, forme qu'elle-même ne peut jamais revêtir. Elle se manifeste aussi bien et autant dans un chêne que dans un million de chênes. Sa multiplicité dans le temps et dans l'espace n'a aucun sens par rapport à elle, mais uniquement par rapport à la pluralité des individus connaissant dans le temps et dans l'espace, et qui y sont multiples et divers, mais dont la pluralité n'atteint que son phénomène et non pas elle. Aussi peut-on supposer que si, par impossible, un seul être, fût-il le plus humble, venait à s'anéantir entièrement, le monde entier devrait disparaître. C'est ce qu'a bien senti le grand mystique. Je sais que sans moi, Dieu ne peut vivre un seul instant. Si je meurs, il faut qu'il rende l'esprit. On a essayé, de diverses manières, de faire comprendre à l'intelligence de chacun l'immensité du monde, et l'on y a vu un prétexte à considération édifiante, comme par exemple sur la petitesse relative de la terre et de l'homme, et d'autre part sur la grandeur de l'intelligence de ce même homme si faible et si misérable, qui peut connaître, saisir et mesurer même cette immensité du monde, et d'autres réflexions de ce genre. Tout cela est fort bien, mais pour moi qui considère la grandeur du monde, l'important de tout cela, c'est que l'être en soi, dont le monde est le phénomène, quel qu'il puisse être, ne peut s'être divisé, morcelé, ainsi dans l'espace illimité, mais que toute cette étendue infinie n'appartient qu'à son phénomène, et qu'il est lui-même présent tout entier dans chaque objet de la nature, dans chaque être vivant. Aussi, on ne perd rien à s'en tenir à un seul objet, et il n'est pas besoin, pour acquérir la vraie sagesse, de mesurer tout l'univers, ou, ce qui serait plus raisonnable, de le parcourir en personne. Il vaut beaucoup mieux étudier un seul objet, dans l'intention d'apprendre à en connaître et à en saisir parfaitement la véritable essence. En conséquence, ce qui va suivre, et ce qui s'est imposé déjà de lui-même à l'esprit de tout disciple de Platon, sera l'objet, dans le livre suivant,
de longues considérations. C'est que ces différents degrés de l'objectivation de la volonté, qui sont exprimés dans la multiplicité des individus, comme leurs prototypes, ou comme les formes éternelles des choses, ces formes n'entrent pas dans l'espace et dans le temps, milieu propre à l'individu. Elles sont fixes, non soumises au changement. Leur existence est toujours actuelle, elles ne deviennent pas, tandis que les individus naissent et meurent, deviennent toujours et ne sont jamais. Or, ces degrés de l'objectivation de la volonté ne sont pas autre chose que les idées de Platon. Je le note au passage, afin de pouvoir employer le mot d'idée dans ce sens. Il faudra toujours l'entendre chez moi dans son acception propre, dans l'acception primitive que Platon lui donna, et ne pas y mettre ces produits abstraits du raisonnement dogmatique de la scolastique que Kant a désigné par le mot de Platon, si admirablement approprié, et dont il a torturé le sens. Je comprends donc, sous le concept d'idée, ces degrés déterminés et fixes de l'objectivation de la volonté en tant qu'elle est chose en soi, et, comme telle, étrangère à la pluralité. Ces degrés apparaissent dans les objets particuliers, comme leur forme éternelle, comme leur prototype. Je ne m'étendrai pas davantage sur l'emploi abusif que Kant a fait du mot idée. On trouvera le nécessaire là-dessus dans mon supplément. Chapitre 26. Les forces générales de la nature nous apparaissent comme le degré le plus bas de l'objectivation de la volonté. Elles se manifestent dans toute matière, sans exception, comme la pesanteur, l'impénétrabilité, et d'autre part, elles se partagent la matière, de telle sorte que les unes dominent ici, les autres là, dans une matière spécifiquement différente, aussi bien que de l'activité humaine. Comme telles, elles n'ont pas de raison, Brunlos, pas plus que le caractère de l'homme. Leurs seuls phénomènes sont soumis au principe de raison, somment les actes de l'homme. Mais elles-mêmes ne peuvent jamais être une activité ou une cause. Elles sont les conditions préalables de toute cause et de toute activité, par lesquelles se manifeste leur essence particulière. Aussi il est ridicule de demander quelle est la cause de la pesanteur ou de l'électricité. Ce sont là des forces primitives, dont les manifestations se produisent en vertu de certaines causes, si bien que chacune de ces manifestations a une cause, qui, comme telle, est elle-même un phénomène, et qui détermine l'apparition de telle force en tel point de l'espace ou du temps. Mais la force elle-même n'est pas l'effet d'une cause ou la cause d'un effet. C'est pourquoi il est faux de dire la pesanteur est la cause de la chute de la pierre. C'est bien plutôt le voisinage de la terre qui attire les corps. Supprimez la terre, et la pierre ne tombera pas, bien qu'elle soit encore pesante. La force est en dehors de la chaîne des causes et des effets, qui suppose le temps, et qui n'a de signification que par rapport à lui, mais elle-même est en dehors du temps. Tel changement particulier a pour cause un autre changement particulier. Il n'en est pas de même de la force, dont il est la manifestation. Car l'activité d'une cause, toutes les fois qu'elle se produit, provient d'une force naturelle. Comme telle, elle est sans raison, et gît en dehors de la chaîne des causes, et en général en dehors du domaine du principe de raison. On la connaît philosophiquement comme objectivité immédiate de la volonté, qui est la chose en soi de toute la nature. En étiologie et dans le cas particulier de la physique, elle ressort comme force primitive, c'est-à-dire qualitas occulta. C'est au degré extrême de l'objectivité de la volonté que nous voyons l'individualité se produire d'une manière significative, notamment dans l'homme, comme la grande différence des caractères individuels, c'est-à-dire comme personnalité complète. Elle s'exprime déjà à l'extérieur par une physionomie fortement accentuée qui affecte toute la forme du corps. L'individualité est loin d'atteindre un degré si élevé chez les animaux. Ils n'en ont qu'une légère teinte, et encore ce qui domine absolument en eux, c'est le caractère de la race. Aussi n'ont-ils presque pas de physionomie individuelle. Plus on descend l'échelle animale, plus on voit s'évanouir toute trace de caractère individuel dans le caractère général de la race, dont la physionomie ainsi reste seule. Dès que l'on connaît le caractère psychologique de la famille, on sait exactement ce qu'il faut attendre de l'individu. Dans l'espèce humaine, au contraire,
Chaque individu veut être étudié et approfondi pour lui-même, ce qui est de la plus grande difficulté quand on veut déterminer à l'avance la conduite de cet individu, puisque, à l'aide de la raison, il peut feindre un caractère qu'il n'a pas vraisemblablement. Nous devons attribuer à la différence de l'espèce humaine avec les autres ce fait que les circonvolutions du cerveau, qui manquent encore chez les oiseaux et sont très faibles chez les rongeurs, sont chez les animaux supérieurs bien plus symétriques des deux côtés et bien plus constantes dans chaque individu que chez l'homme. Mais il y a un autre phénomène qui montre mieux cette individualité de caractère, qui marque une différence si profonde entre l'homme et les animaux. C'est que, chez ceux-ci, l'instinct sexuel se satisfait sans aucun choix préalable, tandis que ce choix chez l'homme, quoique indépendant de la réflexion et tout instinctif, est poussé si loin qu'il dégénère en une passion violente. Ainsi donc, l'homme nous apparaît comme une manifestation particulière et caractérisée de la volonté, dans une certaine mesure, comme une idée particulière. Les animaux, au contraire, manquent de ce caractère individuel, attendu que l'espèce seule a une signification particulière et que les traces de caractère disparaissent à mesure qu'on s'éloigne de l'homme. Les plantes n'ont d'autres particularités individuelles que celles qui résultent de l'influence favorable ou défavorable du climat ou de toute autre circonstance. Toute individualité disparaît enfin dans le règne inorganique de la nature. Le cristal seul, dans une certaine mesure, peut être encore considéré comme un individu. C'est une unité d'effort dans des directions indéterminées, effort arrêté brusquement par la solidification, qui en conserve la trace. C'est un agrégat formé autour d'un noyau élémentaire et maintenu par une idée d'unité, absolument comme l'arbre est un agrégat formé par une fibre unique qui apparaît et se répète dans chaque nervure de la feuille, dans chaque rameau. Ce qui fait qu'on peut considérer chacune de ces parties comme une plante séparée, vivant en parasite sur la grande. De cette façon, l'arbre, semblable en cela au cristal, est une agrégation systématique de petites plantes, mais c'est l'ensemble seulement qui est la représentation parfaite d'une idée indivisible, c'est-à-dire de ce degré déterminé d'objectivation de la volonté. Les individus de la même famille de cristaux ne peuvent avoir d'autre différence que celle amenée par les circonstances extérieures. On peut même, à volonté, faire cristalliser chaque espèce en gros ou en petits cristaux. L'individu comme tel, c'est-à-dire portant quelques traces de caractère individuel, ne se rencontre plus dans la nature inorganique. Tous les phénomènes ne sont que des manifestations de forces naturelles générales, c'est-à-dire de degrés de l'objectivation de la volonté, qui ne se manifestent pas, comme dans la nature organique, par la différence des individualités, qui expriment partiellement le contenu total de l'idée, mais qui se manifestent seulement dans l'espèce, qu'elle représente entièrement et sans déviation dans chaque phénomène isolé. Comme le temps, l'espace, la pluralité, la nécessité de la cause n'appartiennent ni à la volonté ni à l'idée, qui est un degré de l'objectivation de la volonté, mais uniquement au phénomène isolé. Il faut que, dans les innombrables phénomènes d'une force naturelle, par exemple de la pesanteur ou de l'électricité, elle se manifeste de la même manière. Seules les circonstances extérieures peuvent modifier le phénomène. Cette unité, dans son essence, dans ses manifestations, dans l'invariable constance de sa production, dès qu'en sont données les conditions, c'est-à-dire le fil conducteur de la causalité, c'est une loi de la nature. Dès qu'une telle loi est connue par l'expérience, on peut exactement déterminer et calculer à l'avance la manifestation de la force naturelle, dont le caractère est exprimé et comme déféré dans la loi dont il s'agit. C'est précisément ce fait que les phénomènes des degrés inférieurs de l'objectivation de la volonté sont soumis à des lois qui établissent une si grande différence entre eux, et les phénomènes de la volonté, même au degré le plus haut et le plus significatif de son objectivation, chez les animaux, chez l'homme et dans sa conduite. Là, le caractère individuel, plus ou moins forcément marqué, la détermination de la conduite par les motifs, qui reste souvent cachée au spectateur, parce qu'elle gît dans la conscience, tout cela a empêché de voir bien nettement, jusqu'ici, l'identité des deux espèces de phénomènes dans leur essence intime.
La faillibilité des lois de la nature offre, quand on part de la connaissance du particulier et non de la connaissance de l'idée, quelque chose qui nous dépasse, et même qui parfois nous semble terrible. On peut s'étonner que la nature n'oublie jamais ses lois. Ainsi, par exemple, deux corps se rencontrent, et suivant une loi, dans de certaines conditions, une combinaison chimique a lieu, un dégagement de gaz ou une émission. Eh bien, que les conditions soient de nouveau données, soit par nos soins, soit par hasard, auquel cas notre surprise est d'autant plus grande que le fait est peu inattendu, et immédiatement, à point nommé, aujourd'hui comme il y a 1000 ans, le phénomène se produit. Le merveilleux de la chose nous frappe surtout en présence de phénomènes rares, bien qu'annoncés à l'avance, et qui ne se produisent qu'à l'aide de combinaisons très subtiles, comme par exemple lorsque des plaques de certains métaux étant empilées de façon à se toucher alternativement et à toucher en même temps un liquide acide, on vient à placer aux extrémités de cette chaîne deux feuilles minces d'argent qui brûlent aussitôt avec une flamme verte, ou bien aussi lorsque, dans de certaines conditions de diamant, ce corps si dur se transforme en acide carbonique. Ce qui nous étonne alors, c'est cette ubiquité des forces naturelles, semblable à celle des esprits. Les phénomènes de tous les jours, qui passent inaperçus sous nos yeux, nous frappent ici. Nous saisissons tout le mystère qu'il y a dans l'indépendance de l'effet et de la cause, dépendance qui nous semble la même qu'entre la formule magique et l'esprit qu'elle évoque. Par contre, avons-nous pénétré dans cette notion philosophique qu'une force naturelle est un degré de l'objectivation de la volonté, c'est-à-dire de ce que nous reconnaissons pour notre essence propre, que cette volonté en elle-même, et indépendamment de son phénomène et de ses formes, se trouve en dehors du temps et de l'espace, que la pluralité dont ces formes sont la condition, ne se rattache ni à la volonté, ni directement à son degré d'objectivation, c'est-à-dire l'idée, mais d'abord au phénomène de cette idée, et que la loi de causalité n'a de signification qu'en fonction du temps et de l'espace, en ce sens que, dans le temps et l'espace, réglant l'ordre dans lequel ils doivent apparaître, elle assigne leur place aux multiples phénomènes des différentes idées par où se manifeste la volonté. Avons-nous, dis-je, reconnu, en pénétrant jusqu'au sens profond du grand enseignement de Kant, que le temps, l'espace et la causalité n'appartiennent pas à la chose en soi, mais seulement à son phénomène, qu'ils ne sont que des formes de notre connaissance, et non pas des attributs essentiels de la chose en soi. Alors, cet étonnement devant la ponctuelle régularité d'action d'une force naturelle et la parfaite uniformité de ces millions de manifestations qui se produisent avec une infaillible exactitude, deviendra pour nous semblable à l'étonnement d'un enfant ou d'un sauvage qui, pour la première fois, voyant une fleur à travers un cristal à 1000 facettes, aperçoit des milliers de fleurs identiques et s'en émerveille, et se met à compter une à une les feuilles de chacune de ces fleurs. À son origine, et dans son universalité, une force naturelle n'est dans son essence rien autre chose que l'objectivation, à un degré inférieur de la volonté. Un tel degré, nous l'appelons une idée éternelle au sens de Platon. Une loi de la nature, c'est le rapport de l'idée à la forme de ces phénomènes. Cette forme, c'est le temps, l'espace et la causalité liés entre eux par des rapports et un enchaînement nécessaire, indissoluble. Par le temps et l'espace, l'idée se multiplie en d'innombrables manifestations. Quant à l'ordre d'après lequel produit ces manifestations dans ces formes de la multiplicité, il est déterminé par la loi de causalité. Cette loi est en même temps la norme qui marque la limite des manifestations des différentes idées. C'est d'après elle que l'espace, le temps et la matière sont répartis dans les phénomènes. D'où vient que cette norme a un rapport nécessaire avec l'identité de toute la matière donnée, qui est le substrat commun
de tous les phénomènes. Que ceux-ci n'appartiennent pas à cette matière commune dont ils ont à se partager la possession. Alors il n'y a plus besoin d'une telle loi pour déterminer leurs prétentions. Tous pourraient en même temps, les uns à côté des autres, remplir l'espace illimité pendant un temps illimité. C'est seulement parce que toutes les manifestations des idées éternelles sont rattachées à une seule et même matière qu'il devait y avoir une règle de leur commencement et de leur fin, car autrement, sans cette loi de causalité, aucune de ces manifestations ne ferait place à l'autre. Aussi, la loi de causalité est-elle essentiellement liée à la permanence de la substance. Toutes deux n'ont de signification que l'une par l'autre. D'autre part, la loi de causalité est dans le même rapport avec l'espace et le temps. Car le temps, c'est la possibilité pure et simple de détermination opposée au sein de la même matière. La possibilité pure et simple de la permanence d'une matière identique sous l'infinité des déterminations opposées, c'est l'espace. C'est pourquoi, dans le livre précédent, nous expliquions la matière par l'union de l'espace et du temps. Cette union se manifeste comme l'évolution des accidents au sein de la substance permanente, ce qui n'est possible que par la causalité ou le devenir. C'est pourquoi nous disions aussi que la matière était absolument causalité. Nous voyons dans l'entendement le corrélatif subjectif de la causalité, et nous disions que la matière, c'est-à-dire le monde entier comme représentation, n'existait que pour l'entendement, qu'il était sa condition, son support, son corrélatif nécessaire. Tout ceci n'est que pour rappeler succinctement ce qui a été développé dans le premier livre. On verra clairement la concordance parfaite des deux livres quand on se sera dit que la volonté et la représentation, qui sont étroitement unies dans le monde réel, qui en constituent les deux faces, ont été séparées à dessein dans ces deux livres pour être mieux étudiées isolément. Il ne serait peut-être pas superflu de montrer par un exemple comment la loi de causalité n'a de sens que par son rapport avec le temps et l'espace, et avec la matière qui résulte de l'union de ces deux formes. Elle trace les limites suivant lesquelles les manifestations des forces naturelles se partagent la possession de la matière, tandis que les forces primitives de la nature, en tant qu'objectivation immédiate de la volonté, laquelle n'est pas soumise comme en soi au principe de raison, sont en dehors de ces formes, au sein desquelles seulement l'explication étiologique a un sens et une valeur. C'est pour ce motif qu'on ne peut jamais nous conduire jusqu'à l'essence intime des choses. Imaginons pour cela une machine quelconque, construite suivant les lois de la mécanique. Des poids en fer donnent l'impulsion au mouvement par leur pesanteur, des roues de cuivre résistent en vertu de leur rigidité, se poussent et se soulèvent mutuellement et font agir des leviers en vertu de leur impénétrabilité, etc. Ici, la pesanteur, la rigidité, l'impénétrabilité sont des forces naturelles premières et inexpliquées. La mécanique ne nous renseigne que sur les conditions dans lesquelles elles se produisent, ainsi que la manière dont elles agissent et dont elles dominent leur matière déterminée, à tel moment, en tel lieu. Un fort aimant peut maintenant agir sur le fer des poids et vaincre la pesanteur. Aussitôt le mouvement de la machine s'arrête, et la matière devient sur-le-champ le théâtre d'une autre force naturelle, le magnétisme. L'explication étiologique ne nous en apprend rien, sinon les conditions dans lesquelles cette force se manifeste. Ou bien on peut placer les disques de cuivre de cette machine sur des plaques de zinc, en les séparant par du liquide acidulé. Immédiatement, cette même matière de la machine sera livrée à l'action d'une autre force première, le galvanisme, qui la gouvernera selon ses lois et se manifestera en elle par des phénomènes particuliers. Ici encore, l'étiologie ne pourra nous apprendre que les circonstances au milieu desquelles cette force se montre, et les lois qui la régissent. Si nous élevons ensuite la température, et si nous faisons arriver de l'oxygène pur, toute la machine brûlera, c'est-à-dire que c'est encore une force toute différente, l'affinité chimique, qui, à ce moment et en ce lieu,
fait valoir ses prétentions incontestables sur cette même matière et qui s'y manifeste comme idée, comme degré déterminé de l'objectivation de la volonté. Que l'oxyde métallique provenant de cette combustion vienne à rencontrer un acide, voilà un sel qui se forme et cristallise. C'est le phénomène d'une nouvelle idée, elle aussi complètement inexplicable, bien que son apparition soit soumise à des conditions que l'étiologie détermine exactement. Les cristaux se désagrègent, se mêlent à d'autres ingrédients. Une végétation en sort, et voilà un nouveau phénomène de la volonté. On pourrait continuer à l'infini ces expériences sur la même matière, et l'on verrait les forces naturelles, tantôt l'une, tantôt l'autre, s'emparer d'elle et la saisir pour y manifester leur essence. La détermination de ce droit qu'a la force occulte sur la matière, le point du temps et de l'espace où elle le fait valoir, c'est ce que nous donne la loi de causalité. Mais l'explication fondée sur elle ne peut aller que jusque-là. La force elle-même est une manifestation de la volonté, et en tant que telle, elle n'est pas soumise aux formes du principe de raison, est sans vouloir, Grundlos. Elle est en dehors du temps, elle est présente partout. Et l'on dirait qu'elle guette constamment l'arrivée des circonstances grâce auxquelles elle peut se manifester et s'emparer d'une matière déterminée en expulsant les autres forces qui y régnaient naguère. Le temps n'existe que pour elle, par lui-même. Il n'a aucun sens. Pendant des milliers d'années, les forces chimiques sommeillent dans une matière, jusqu'à ce que le choc d'un réactif les mette en liberté. C'est alors seulement qu'elles apparaissent, mais le temps n'existe que pour ces apparitions, et non pour la force elle-même. Pendant des milliers d'années encore, le galvanisme sommeille dans le cuivre et le zinc, et tous deux gisent à côté de l'argent, qui, dès qu'ils se rencontrent, avec eux, dans certaines conditions, doit s'enflammer. Dans le règne organique lui-même, nous voyons une semence desséchée, conserver pendant 3000 ans la force qui repose en elle, et grâce à de certaines circonstances favorables, germer enfin et devenir plante. Ces considérations nous ont bien fait voir la différence qu'il y a entre une force naturelle et ses manifestations. Nous nous sommes convaincus que cette force est la volonté elle-même, à tel degré de son objectivation. La multiplicité ne convient qu'au phénomène, à cause de l'espace et du temps. Et la loi de causalité n'est pas autre chose que la détermination du point dans le temps et dans l'espace où se produisent les phénomènes particuliers. Dès lors, nous pourrons comprendre toute la vérité et toute la profondeur de la doctrine de Malebranche sur les causes occasionnelles. Il serait intéressant de comparer cette théorie, telle qu'il l'expose, dans La recherche de la vérité, 3e chapitre de la 2e partie du 6e livre, et dans les éclaircissements qui forment l'appendice de ce chapitre, avec l'exposé que je viens de faire, et de voir comment deux doctrines, dont le point de départ est si opposé, peuvent arriver à une parfaite concordance. Je m'étonne que Malebranche, emprisonné dans les dogmes positifs que son temps lui imposait, ait rencontré si heureusement et si exactement la vérité, malgré toutes les entraves, sans abandonner pour cela le dogme, du moins dans la forme. Le 16 septembre 1840, à l'Institut littéraire et scientifique de Londres, dans une conférence sur les antiquités égyptiennes, M. Pettigrew a montré des grains de blé trouvés par Sir Willingston dans un tombeau de Thèbes, où ils avaient dû rester 30 siècles. Ils étaient placés dans un vase hermétiquement fermé. M. Pettigrew, en ayant semé 12, avait obtenu une plante qui atteignait 5 pieds et dont les graines étaient parfaitement mûres. Times, 21 septembre 1840. De même, à la Société de médecine et de botanique de Londres, en 1830, M. Houghton a fait voir un tubercule trouvé dans la main d'une momie d'Égypte. Il y avait été sans doute placé, dans quelque intention religieuse, et qui avait au moins 2000 ans. Il l'avait planté dans un pot de fleurs, où il avait aussitôt poussé et verdi. Medical Journal de 1830,
cité dans le journal of the Royal Institution of Great Britain, octobre 1830, page 196. Dans le jardin de M. Grimstone, du jardin des plantes à Londres, il y a maintenant une tige de pois en pleine floraison, provenant d'un pois que M. Pettigrew et les employés du British Museum ont trouvé dans un vase placé en un sarcophage égyptien, où il devait être resté de 1844 ans. Times, 16 août 1844. Bien plus, on a trouvé des crapauds vivants dans des pierres calcaires. C'est dire que la vie animale elle-même peut aussi supporter une suspension de plusieurs siècles, quand elle est préparée par le sommeil hibernal et entretenue par des circonstances spéciales. C'est qu'on ne s'imagine pas combien grande est la force de la vérité, combien elle est tenace et opiniâtre. Nous retrouvons ces traces dans les dogmes les plus bizarres et les plus absurdes de tous les temps et de tous les pays, mêlés, fondus, de la façon la plus étrange, mais cependant toujours reconnaissable. Elle ressemble à une plante qui germe sous un tas de grosses pierres, mais qui s'efforce vers la lumière, qui se prend à 1000 obstacles, difforme, pâle, chétive, mais tournée du moins vers le jour. D'ailleurs, Malebranche a raison. Toute cause naturelle n'est qu'une cause occasionnelle. Elle ne donne que l'occasion de la manifestation de cette volonté une et indivisible, qui est la substance de toute chose, et dont les degrés d'objectivation constituent tout le monde visible. Ce n'est que la manifestation, la visibilité de la volonté en tel point, à tel moment, qui est amenée par la cause, et qui, en ce sens, dépend d'elle. Ce n'est pas le tout du phénomène, son essence intime. Cela, c'est la volonté même, où le principe de raison ne trouve pas son emploi, qui est par conséquent sans raison. Grundlos. Aucune chose au monde n'a de raison de son existence générale et absolue, mais seulement une raison de ce qu'elle est ici ou là. Pourquoi une pierre manifeste à tel moment de la pesanteur, à tel autre de la rigidité ou de l'électricité, ou encore des propriétés chimiques? Voilà ce qui dépend de causes, d'influences extérieures, et ce que celles-ci peuvent expliquer, mais ces propriétés elles-mêmes, tout ce qui constitue l'essence de la pierre, son être, qui se compose de toutes ces propriétés, et qui se manifeste de ces différentes manières, en un mot le fait qu'elle est telle qu'elle est, et en général le fait qu'elle existe, voilà ce qui est sans raison. Voilà ce qui n'est que la visibilité de la volonté inexplicable. Ainsi, toute cause est une cause occasionnelle. Nous l'avons constaté dans la nature inconsciente. Mais il en est absolument de même quand ce ne sont plus des causes ou des excitations, mais des motifs qui déterminent la production des phénomènes, c'est-à-dire dans la conduite de l'homme et de l'animal. Car ici, comme là, c'est toujours la même volonté qui apparaît, très différente suivant les degrés de ses manifestations, qui se diversifie dans les phénomènes, et qui, par rapport à eux, est soumise au principe de raison, bien que par elle-même elle soit absolument libre. Les motifs ne déterminent pas le caractère de l'individu, mais seulement les manifestations de ce caractère, c'est-à-dire les actes, la forme extérieure de la conduite, et non pas son sens profond et son contenu. Celui-ci tient au caractère qui est le phénomène immédiat de la volonté, c'est-à-dire qui est inexplicable. Pourquoi un tel est un scélérat, tandis que cet autre est un brave homme? Voilà qui ne dépend ni de motifs, ni d'influence extérieure, ni des maximes de la morale, ni des sermons, et qui, dans ce sens, est inexplicable. Mais quand un méchant montre sa méchanceté par de petites iniquités, par de lâches intrigues, ou par de basses fourberies, exercées dans le cercle étroit de son entourage, ou quand il opprime les peuples qu'il a conduits, quand il précipite un monde entier dans la désolation, et fait couler le sang de millions d'hommes, c'est là alors la forme extérieure de sa manifestation, ce qui ne lui est pas essentiel, ce qui dépend des circonstances au milieu desquelles le destin l'a placé, de son entourage, des influences extérieures, des motifs. Mais jamais on n'expliquera par la décision d'un individu. Elle procède de la volonté dont cet homme est une manifestation. Nous en parlerons dans le 4e livre.
La façon dont le caractère développe ses propriétés peut se comparer à celle dont les corps, dans la nature inconsciente, manifestent les leurs. L'eau reste l'eau, avec les propriétés qui lui sont inhérentes. Mais lorsque, mer paisible, elle réfléchit ses bords, lorsqu'elle s'élance écumante sur les rochers, lorsqu'elle jaillit artificiellement dans les airs comme un rayon délié, elle est soumise à des causes extérieures. Un état lui est aussi naturel que l'autre. Mais suivant les circonstances, elle est ceci ou cela, également prête à toutes les métamorphoses, et pourtant, dans tous les cas, fidèle à son caractère, et ne manifestant jamais que lui. De même, tout caractère humain se manifeste suivant les circonstances, mais les manifestations qui en résultent seront ce que les circonstances les auront faites. Chapitre 27. Si, par toutes les considérations précédentes sur les forces de la nature et les manifestations de ces forces, nous voyons avec évidence jusqu'où peut aller et où doit cesser l'explication par les causes, quand elle ne veut pas tomber dans l'absurde prétention de ramener le contenu de tous les phénomènes à leur forme pure, effort qui ne laisserait plus subsister que la forme vide, nous pouvons désormais déterminer dans ces lignes générales ce que nous devons demander à toute étiologie. Elle a, dans la nature, à chercher les causes de tous les phénomènes, en d'autres termes, les circonstances dans lesquelles ces phénomènes apparaissent constamment. Ensuite, elle a à ramener les phénomènes, divers par la diversité des circonstances, à ce qui agit dans tout phénomène, et qu'on suppose dans toute cause, à une force originelle de la nature. Mais il faut bien distinguer si cette diversité de phénomènes a sa source dans la diversité des forces, ou simplement dans celle des circonstances dans lesquelles la force se manifeste. Il faut également se garder de prendre pour la manifestation de forces différentes ce qui n'est que la manifestation en des circonstances différentes d'une seule et même force, de prendre aussi pour la manifestation d'une même force celle de forces différentes. C'est ici le domaine immédiat du jugement. Et c'est pourquoi peu d'hommes sont en physique capables d'élargir l'horizon, mais pour les expériences, chacun peut en accroître le nombre. La paresse et l'ignorance portent à avoir recours trop tôt à des forces primitives. C'est ce qui apparaît, avec une exagération qui ressemble à de l'ironie, dans les entités et les quiddités de la scolastique. Il n'est rien qui soit plus contre mes intentions que de contribuer au retour de ces abus. Pour suppléer à une explication physique, on ne doit pas davantage avoir recours à l'objectivation de la volonté ou à la puissance créatrice de Dieu. La physique exige des causes, et la volonté n'est pas une cause. Son rapport au phénomène n'a pas pour fondement le principe de raison. Ce qui est en soi volonté apparaît comme représentation, c'est-à-dire comme phénomène. Comme telle, la volonté obéit aux lois qui constituent la forme du phénomène. Ainsi, chaque mouvement, bien qu'il reste au fond une manifestation de la volonté, doit avoir une cause par laquelle on l'explique, en fonction d'un moment et d'un lieu déterminés, c'est-à-dire non pas d'une manière générale et dans son essence profonde, mais en tant que phénomène isolé. Cette cause est mécanique à l'égard de la pierre, elle est un motif à l'égard de l'homme et de ses mouvements, mais jamais elle ne peut manquer. Par contre, le général, la commune essence de tous les phénomènes d'une espèce déterminée, essence sans l'hypothèse de laquelle l'explication par les causes n'a ni sens ni valeur, c'est la force universelle de la nature, qui doit, en physique, rester à l'état de qualitas occulta, car c'est là la fin de l'explication étiologique et le commencement de l'explication métaphysique. Mais la chaîne des causes et des effets n'est jamais brisée par une force originelle à qui l'on aurait recouru. La chaîne ne remonte jamais à elle comme à son premier chaînon. Seulement, tout chaînon, le premier comme le dernier, suppose la force primitive, et sans elle ne saurait rien expliquer. Une série de causes et d'effets peut être la manifestation des forces les plus différentes dont l'entrée successive dans le monde sensible est réglée par elle. Je l'ai montré par exemple de la pile métallique,
Mais les différences de ces forces primitives, qu'on ne saurait ramener les unes aux autres, ne brisent pas l'unité de la chaîne des causes et l'enchaînement de ses anneaux. L'étiologie de la nature et la philosophie de la nature ne se nuisent jamais l'une à l'autre. Elles vont l'une à côté de l'autre, étudiant le même objet, à des points de vue différents. L'étiologie rend compte des causes qui ont nécessairement amené le phénomène isolé qu'il s'agit d'expliquer. Elle montre comme fondement de tous ces phénomènes les forces générales qui agissent dans toutes ces causes et effets. Elle détermine ces forces, leur nombre, leurs différences, et tous les effets dans lesquels ces forces, au gré de la diversité des circonstances, se manifestent avec diversité, toujours fidèles cependant à leur caractère particulier, qu'elles développent suivant une règle infaillible, appelée loi de la nature. Quand la physique aura entièrement accompli cette œuvre, et à ce point de vue, elle aura atteint sa perfection. Car il n'y aura plus dans le monde inorganique de forces inconnues, plus d'effets qui n'apparaissent comme le phénomène d'une de ces forces qui s'est manifestée en de certaines circonstances, conformément à une loi de la nature. Cependant, une loi de la nature n'est jamais qu'une règle surprise à la nature, règle suivant laquelle celle-ci procède toujours dans certaines circonstances déterminées, dès qu'elles sont données. C'est pourquoi on peut définir une loi de la nature, un fait généralisé, d'où l'on voit qu'un exposé exact de toutes les lois de la nature ne serait qu'un catalogue de faits très complet. L'observation de la nature dans son ensemble a son enchèvement dans la morphologie, qui dénombre toutes les formes fixes de la nature organique, qui les compare et les coordonne. Elle a peu de choses à dire sur la cause de la production des êtres particuliers. Elle s'explique par la génération, qui est la même pour tous, et qui forme une théorie à part. Dans certains cas très rares, la cause est génératio equivoca. À cette dernière catégorie appartient aussi, à la rigueur, la façon dont le degré inférieur de l'objectivité de la volonté, c'est-à-dire les phénomènes physiques et chimiques se produisant, et l'exposé des conditions de cette production, est aussi tâche de l'étiologie. La philosophie considère en tout, par conséquent, aussi dans la nature, uniquement le général. Les forces primitives ici constituent son objet, et elle reconnaît en elles les différents degrés de l'objectivation de la volonté, qui est l'essence intime, la substance du monde, lequel n'est à ses yeux, quand elle s'abstrait de la substance, que la représentation du sujet. Si maintenant l'étiologie, au lieu de préparer les voies à la philosophie et de confirmer ses théories par des preuves expérimentales, s'imagine plutôt que son but est de nier toutes les forces premières, sauf une seule, la plus générale, l'impénétrabilité par exemple, qu'elle s'imagine comprendre absolument, et après cela, si elle s'efforce d'y ramener toutes les autres, elle détruit son propre fondement, et ne peut arriver qu'à l'erreur. Le contenu de la nature est dès lors supplanté par la forme, et on attribue tout à l'influence des circonstances, rien à l'essence intime des choses. Si l'on pouvait réussir en suivant cette méthode, il suffirait d'un calcul rigoureux pour résoudre l'énigme du monde. Mais on entre dans cette voie dès qu'on veut ramener toute action physiologique à la forme et au mélange, et ainsi à l'électricité, puisque celle-ci au chimisme et le chimisme au mécanique. Cette dernière réduction a été la grande faute de Descartes et des atomistes, qui ramenaient le mouvement des corps au choc d'un fluide, et leur qualité à l'enjancement et à la forme des atomes, et qui après cela s'ingéniaient à expliquer tous les phénomènes de la nature comme de simples phénomènes de l'impénétrabilité et de la cohésion. Bien qu'on en soit revenu, certaines gens de nos jours ne procèdent pas autrement. Ce sont les physiologues électriciens, chimistes, mécaniciens, qui veulent expliquer absolument toute la vie et toutes les fonctions de l'organisme par la forme et le mélange des parties essentielles,
que le but de l'explication physiologique consiste à ramener la vie de l'organisme aux lois générales qu'étudie la physique. C'est ce que l'on trouve exprimé dans les archives physiologiques de Meckel. De même, Lamarck, dans sa philosophie zoologique, volume 2, page 16, considère la vie comme la simple résultante de la chaleur et de l'électricité. Le calorique et la matière électrique suffisent parfaitement pour composer ensemble cette cause essentielle de la vie. D'après cela, la chaleur et l'électricité seraient proprement la chose en soi, et le monde des animaux et des plantes en serait le phénomène. On peut voir à la page 306 et suivante de l'ouvrage cité toute l'absurdité de cette théorie. Tout le monde sait que dernièrement, toutes ces théories, si souvent tournées en ridicule, se sont effrontément renouvelées. Quand on les examine attentivement, on voit qu'elles reposent toutes sur l'hypothèse que l'organisme n'est qu'un agrégat de phénomènes physiques, de forces chimiques et mécaniques, qui par hasard, convergeant toutes vers le même point, constituent l'organisme, lequel n'est plus qu'un jeu de la nature dépourvu de sens. L'organisme d'un animal ou d'un homme ne serait plus alors, considéré philosophiquement, la représentation d'une idée particulière, c'est-à-dire l'objectivité immédiate de la volonté, à un degré plus ou moins élevé de détermination. Mais il n'y aurait plus en lui que ces idées qui objectivent la volonté dans l'électricité, le chimisme, le mécanisme. Celui-ci serait donc composé par la rencontre de ces forces, tout aussi accidentellement que les figures d'hommes ou d'animaux que présentent parfois des nuages ou des stalactiques. Nous verrons cependant tout à l'heure dans quelle mesure il est permis et utile d'appliquer à l'organisme ces explications tirées de la physique et de la chimie, car je montrerai que la force vitale emploie et utilise indubitablement les forces de la nature inorganique, mais que ce ne sont pas elles qui la composent, aussi peu que le forgeron se compose d'enclume et de marteau. Même la vie végétale, qui est si peu compliquée, ne peut s'expliquer par elle, par exemple par la capillarité et l'endosmose. À plus forte raison, ne peut-on pas expliquer ainsi la vie animale. La considération suivante aura pour résultat de nous faciliter celle que je viens d'annoncer et dont l'exposition n'est pas facile. Conformément à tout ce que nous avons dit, c'est une erreur de la science, de la nature, que de vouloir ramener les plus hauts degrés de l'objectivité de la volonté aux plus infimes. Car méconnaître ou fausser les forces naturelles primitives et existant par elles-mêmes est une aussi grande faute que de supposer sans raison des forces particulières, là où il n'y a que la manifestation de forces déjà connues. Kant a bien raison de dire qu'il est insensé d'espérer un Newton du brin d'herbe, c'est-à-dire un homme qui ramènerait le brin d'herbe à des manifestations de forces physiques ou chimiques dont il serait la concrétion accidentelle, qui, en d'autres termes, le réduirait à n'être qu'un simple jeu de la nature dans lequel n'apparaîtrait aucune idée spéciale, c'est-à-dire où la volonté ne se manifesterait pas directement à un degré élevé et déterminé, mais exactement comme elle se manifeste dans les phénomènes de la nature inorganique, en offrant accidentellement sa forme actuelle. Les scolastiques, qui n'auraient jamais admis un procédé de ce genre, auraient dit avec raison que ce serait nier totalement la forma substantialis et la ravaler à la forma accidentalis, car la forme substantielle d'Aristote désigne exactement ce que je nomme degré de l'objectivation de la volonté dans les objets. D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que, dans toutes les idées, c'est-à-dire toutes les forces de la nature inorganique et toutes les formes de la nature organique, se retrouve une seule et même volonté qui se manifeste, c'est-à-dire qui rentre dans la forme de la représentation, l'objectivité. Son unité doit se reconnaître à l'air de parenté intime qu'ont toutes ces manifestations. Au plus haut degré de son objectivité, où le phénomène apparaît plus clairement, dans le règne végétal et dans le règne animal, elle se manifeste par l'analogie de toutes les formes, par le type fondamental qui se retrouve dans tous les phénomènes. C'est à l'aide de ce principe que, de nos jours,
on a édité en France un excellent système zoologique. Et c'est ce principe que l'anatomie, comparée, nous montre comme constituant l'unité de plan, l'uniformité de l'élément anatomique. Les naturalistes de l'école de Schelling se sont principalement occupés de démontrer ce principe. Ils ont au moins fait de louables efforts dans ce sens, et se sont acquis par là plus d'un mérite, quoique, dans bien des cas, leur chasse aux analogies ait dégénéré en subtilité. Mais c'est, avec raison, qu'ils ont fait ressortir la parenté générale qui existe entre les idées de la nature inorganique, par exemple entre l'électricité et le magnétisme, dont l'identité a été constatée plus tard, entre l'attraction chimique et la pesanteur, etc. Ils ont particulièrement fait remarquer que la polarité, c'est-à-dire la division d'une force en deux activités qualitativement différentes et opposées, et qui s'efforcent de se réunir, force qui se manifeste la plupart du temps dans l'espace par un effort issu d'un même point dans des directions opposées, est le type fondamental de presque tous les phénomènes de la nature, depuis l'aimant et le cristal jusqu'à l'homme. En Chine, cette théorie est courante depuis les temps les plus reculés, dans le mythe de l'opposition de yin et de yang. Comme tous les objets du monde sont l'objectivité d'une seule et même volonté, c'est-à-dire sont identiques dans leur essence, non seulement il doit y avoir une analogie incontestable entre eux, non seulement on doit découvrir dans le moins parfait la trace, l'annonce et comme le principe de ce qui est immédiatement plus parfait, mais encore, comme toutes ces formes appartiennent uniquement au monde comme représentation, on peut supposer que, dans ces formes, qui sont la vraie charpente du monde visible, c'est-à-dire du monde dans l'espace et le temps, on doit pouvoir trouver le type fondamental, le vestige, le germe de tout ce qui remplit ces formes. C'est, semble-t-il, le sentiment obscur de cette vérité qui a donné naissance à la Kabbale, à la philosophie toute mathématique des pythagoriciens et à celle des Chinois dans Li Qing. De même, dans l'école de Schelling, à côté des efforts pour faire ressortir les analogies entre tous les phénomènes de la nature, nous trouvons aussi quelques tentatives, infructueuses il est vrai, pour déduire les lois de la nature des simples catégories de l'espace et du temps. En attendant, personne ne peut savoir si quelque jour un homme de génie ne parviendra pas à réaliser les essais tentés dans cette double direction. Si maintenant on a bien présente à l'esprit la différence qu'il y a entre le phénomène et la chose en soi, et par conséquent si l'identité de la volonté objectivée dans toutes les idées ne peut jamais se transformer, parce qu'elle a des degrés déterminés de son objectivité, en identité des idées particulières dans lesquelles elle apparaît, si l'attraction chimique ou électrique ne peut jamais se ramener à l'attraction par la pesanteur, même quand on connaît leur profonde analogie, et quoique la première puisse être regardée comme étant la dernière à une puissance supérieure, de même, quoi que prouve l'analogie de structure, si on ne peut confondre et identifier les espèces, expliquer les plus parfaites comme des variétés des moins parfaites, et enfin les fonctions physiologiques ne peuvent jamais se réduire à des processus physiques ou chimiques, on peut cependant considérer comme très vraisemblable tout ce que nous allons dire pour justifier l'emploi de ce procédé dans de certaines limites. Lorsque, parmi les manifestations de la volonté qui appartiennent aux degrés les plus bas de son objectivation, c'est-à-dire au monde inorganique, quelques-unes entrent en conflit entre elles, parce que chacune s'efforce, conformément au principe de causalité, de s'emparer de la matière donnée, il sort de ce conflit le phénomène d'une idée supérieure, qui l'emporte sur toutes les autres plus imparfaites, qui existaient auparavant, mais de façon à en laisser subsister l'essence en tant que subordonnée, ou à ne s'en approprier que l'analogue. Procédé qui n'est compréhensible qu'en vertu de l'identité qui se manifeste dans toutes les idées et en vertu de son aspiration à une objectivation de plus en plus élevée. Nous voyons par exemple dans la solidification des eaux un état évidemment analogue à la cristallisation qui dominait à l'origine dans la chaux, bien que l'ossification ne puisse jamais se ramener à une cristallisation.
l'analogie se manifeste plus faiblement dans la solidification des chairs. De même aussi, le mélange des sucs dans le corps des animaux, ainsi que la sécrétion, sont un état analogue au mélange et à la séparation chimique, car ici encore, les lois de la chimie agissent toujours, mais subordonnées, modifiées, dominées par une idée supérieure. Aussi les forces chimiques seules, en dehors de l'organisme, ne produisent-elles jamais de pareils sucs. L'idée plus parfaite qui l'emporte dans ce combat sur les idées inférieures acquiert par là un nouveau caractère, en empruntant aux idées vaincues un degré d'analogie d'une puissance supérieure. La volonté s'objective d'une façon plus compréhensible, et alors se forme, d'abord par génération équivoque, et ensuite par assimilation du germe existant, la sève organique, la plante, l'animal, l'homme. Ainsi, de la lutte des phénomènes inférieurs résulte le phénomène supérieur qui les engloutit tous, mais qui en même temps réalise leur aspiration constante vers un état plus élevé. Ici donc, il y a déjà place pour la loi. Je voudrais, si c'était possible, exposer assez clairement ces idées pour triompher de l'obscurité qui s'y attache, mais je compte sur les réflexions propres du lecteur pour me venir en aide, au cas où je devrais être incompris ou mal compris. Conformément à notre point de vue, on pourra constater sans doute dans l'organisme les traces de toutes sortes d'activités physiques ou chimiques, mais on ne pourra jamais l'expliquer par elles, car il n'est pas un phénomène produit par l'activité combinée de ces forces, c'est-à-dire accidentellement, mais une idée supérieure qui s'est soumise toutes les autres idées inférieures par une assimilation triomphante. Parce que cette volonté unique qui s'objective dans toute idée, tendant toujours à la plus haute objectivation possible, quitte ici les degrés inférieurs de son phénomène après leur conflit, pour apparaître d'autant plus énergique sur un échelon supérieur. Il n'y a pas de victoire sans combat. L'idée supérieure, ou objectivation de la volonté, ne peut se produire qu'en l'emportant sur les idées inférieures, et elle a à triompher de la résistance de celles-ci, qui, bien que réduites en servitude, aspirent toujours à manifester leur essence d'une façon indépendante et complète. De même que l'aimant, qui élève un morceau de fer, engage un combat opiniâtre avec la pesanteur, qui, en tant qu'objectivation la plus basse de la volonté, a un droit primordial sur la matière de ce fer, combat dans lequel l'aimant se fortifie, parce que la résistance du fer exige de sa part un plus grand effort. De même, et comme tout autre phénomène de la volonté, celui qui apparaît dans l'organisme humain entretient un combat perpétuel contre les nombreuses forces physiques et chimiques qui, en leur qualité d'idées inférieures, ont des droits antérieurs sur la même matière. Voilà pourquoi retombe le bras qu'on a tenu élevé pendant quelque temps en triomphant de la pesanteur. De là aussi les interruptions si fréquentes dans le sentiment de bien-être que procure la santé, laquelle exprime la victoire de l'idée, objectivée dans un organisme conscient, sur les lois physiques et chimiques qui gouvernaient à l'origine les sucs du corps. Et même ces interruptions sont toujours accompagnées d'un certain malaise, plus ou moins prononcé, résultant de la résistance de ces forces, et en vertu duquel la partie végétative de notre vie est constamment affectée d'une légère souffrance. Ainsi s'explique encore pourquoi la digestion déprime toutes les fonctions animales, vu qu'elle accapare toute la force vitale pour vaincre, par l'assimilation, les forces naturelles chimiques. De là vient encore le poids de la vie physique, la nécessité du sommeil, et finalement de la mort. Car ces forces naturelles subjuguées, favorisées finalement par les circonstances, arrachent à l'organisme fatigué par ces perpétuelles victoires, elles-mêmes la matière que celui-ci leur avait enlevée, et arrivent à manifester sans obstacle leur propre nature. Par conséquent, on peut dire aussi que tout organisme ne représente l'idée dont il est l'image qu'après déduction faite de la partie de son activité qu'il doit employer à soumettre les idées inférieures qui lui disputent la matière. C'est ce dont Jacob Böhme paraît avoir eu le vague sentiment, quand il affirme quelque part que tous les corps des hommes et des animaux
et même toutes les plantes, sont à demi-morts. Suivant que l'organisme réussira plus ou moins complètement à triompher des forces naturelles qui expriment les degrés inférieurs d'objectivité de la volonté, il arrivera à une expression plus ou moins parfaite de sa propre idée, c'est-à-dire s'éloignera ou se rapprochera de l'idéal auquel, dans chaque genre, est attachée la beauté. Ainsi, partout dans la nature, nous voyons lutte, combat et alternative de victoire, et ainsi nous arrivons à comprendre plus clairement le divorce essentiel de la volonté avec elle-même. Chaque degré de l'objectivation de la volonté dispute à l'autre la matière, l'espace et le temps. La matière doit perpétuellement changer de forme, attendu que les phénomènes mécaniques, physiques, chimiques et organiques, suivant le fil conducteur de la causalité, et pressés d'apparaître, se la disputent obstinément pour manifester chacun son idée. On peut suivre cette lutte à travers toute la nature. Que dis-je? Elle n'existe que par là. Cette lutte n'est elle-même que la manifestation de ce divorce de la nature avec elle-même. Dans le monde animal, cette lutte éclate de la façon la plus significative. Il se nourrit des plantes, et chaque individu y sert de nourriture et de proie à un autre. En d'autres termes, chaque animal doit abandonner la matière par laquelle se représentait son idée, pour qu'un autre puisse se manifester. Car une créature vivante ne peut entretenir sa vie qu'aux dépens d'une autre, de sorte que la volonté de vivre se refait constamment de sa propre substance, et sous les diverses formes qu'elle revêt, constitue sa propre nourriture. Enfin, la race humaine, qui est arrivée à se soumettre toutes les autres, considère la nature comme une immense fabrique répondant à la satisfaction de ses besoins, et finit par manifester en elle, comme nous le verrons dans le 4e livre, et cela de façon la plus évidente, ce divorce de la volonté. Dès lors, se vérifie l'adage Homo homini lupus. En attendant, nous reconnaîtrons la même lutte, la même domination au degré inférieur de l'objectivité de la volonté. Beaucoup d'insectes, et notamment les ichneumons, déposent leurs œufs sur la peau et même dans le corps des larves d'autres insectes, dont la lente destruction sera le premier ouvrage du germe qui va éclore. Le jeune polype à bras, qui sort du vieux comme un rameau, et qui s'en sépare ultérieurement, lui dispute, lorsqu'il est encore attaché à lui, la proie qui peut se présenter, si bien que l'un arrache de la bouche de l'autre. Dans ce genre, la fourmi bouille-dogue d'Australie présente un exemple frappant. Lorsqu'on la coupe en deux, une lutte s'engage entre la tête et la queue. Celle-là commence à mordre celle-ci, qui se défend bravement avec l'aiguillon contre les morsures de l'autre. Le combat peut durer une demi-heure, jusqu'à la mort complète, à moins que d'autres fourmis n'entraînent les deux tronçons. Le fait se renouvelle chaque fois. Au bord du Missouri, on voit souvent un énorme chêne tellement enlacé et garrotté par une liane géante qu'il finit par mourir comme étouffé. Le même fait se reproduit au degré inférieur, comme par exemple lorsque par assimilation organique, l'eau et le carbone se changent en sève végétale, ou lorsque le végétal ou le pain se transforme en sang. Partout enfin où la sécrétion animale se produit, qui astreint les forces chimiques à n'agir qu'avec une activité subordonnée. De même encore, dans le règne inorganique, quand deux cristaux en voie de formation viennent à se rencontrer, ils se croisent et se contrarient mutuellement, au point de ne pouvoir plus montrer la forme pure de leur cristallisation, de sorte que chacun des groupes de molécules offre l'image de cette lutte de la volonté à un degré si bas d'objectivation, ou bien encore quand l'aimant impose au fer son magnétisme, afin d'y manifester à son tour son idée, ou bien quand le galvanisme triomphe des affinités électives, décompose les composés les plus stables, et supprime à tel point les lois chimiques, que l'acide d'un sel décomposé au pôle négatif se rend au pôle positif, sans pouvoir s'allier aux alcalis qu'il doit traverser, sans même pouvoir rougir le tournesol qu'on a mis sur sa route.
Cela se reproduit en grand dans le rapport que souffre un corps céleste central avec sa planète. Celle-ci, quoique se trouvant sous la dépendance absolue du premier, résiste constamment, tout comme les forces chimiques dans l'organisme. De là résulte cette opposition perpétuelle entre la force centrifuge et la force centripète, qui entretient le mouvement dans le système de l'univers. Elle aussi est une expression de cette lutte générale dont nous nous occupons, et qui est essentiellement propre au caractère de la volonté. Puisque tout corps peut être considéré comme phénomène d'une volonté, et que la volonté se présente nécessairement comme une tendance, l'état primitif de tout corps céleste condensé en sphère ne peut être le repos, mais le mouvement, la tendance à progresser, sans arrêt et sans but, dans l'espace infini. Ce qui ne contredit en rien ni la loi d'inertie, ni la loi de causalité. Car suivant la première, la matière comme telle, étant indifférente au repos et au mouvement, son état primitif peut tout aussi bien avoir été l'un que l'autre. Aussi, si nous la trouvons en mouvement, il ne nous est pas permis de supposer qu'auparavant elle ait été en repos, et de demander la cause du mouvement initial. De même, la trouvant immobile, nous n'aurions pas le droit d'admettre un état antérieur de mouvement, et de demander pourquoi celui-ci a cessé. Il n'y a donc aucun motif de chercher une impulsion première à la force centrifuge. Mais, suivant l'hypothèse de Kant et de Laplace, elle est dans les planètes, un reste de la rotation primitive du corps céleste central, qui continue sa rotation, et il voit en même temps devant soi, dans l'espace sans bornes, ou peut-être circule autour d'un soleil plus grand, qui est invisible pour nous. Conformément à ces vues, les astronomes soupçonnent l'existence d'un soleil central. Ils ont observé aussi l'éloignement progressif de tout notre système solaire, et peut-être même de l'ensemble du groupe stellaire auquel appartient le Soleil. On peut conclure de là une marche générale de toutes les étoiles fixes, y compris le Soleil central, ce qui, dans l'espace infini, perd toute signification, car le mouvement ne se distingue pas du repos dans l'espace absolu, et exprime, comme nous les avons déjà vus s'exprimer directement, par l'effort, et la poursuite sans but, ce néant, cette absence de fin, que la conclusion du présent livre nous fera reconnaître constamment dans les aspirations de la volonté, quels que soient ces phénomènes. D'où il résulte encore que l'espace infini et le temps infini devaient constituer les formes les plus générales et les plus essentielles de l'ensemble de ces représentations, dont il exprime l'essence entière. Nous pouvons enfin reconnaître la lutte que nous avons vue entre toutes les manifestations de la volonté dans le domaine de la matière pure et simple, considérée comme telle, en tant que l'essence de son phénomène a été fortement expliquée par Kant, commune force d'attraction et de répulsion. Ainsi son existence n'est déjà qu'une lutte entre deux forces opposées. Retranchons de la matière toute différence chimique, ou imaginons que nous soyons arrivés si loin dans la chaîne des causes et des effets, que toute différence chimique disparaisse. Nous retrouvons la matière pure et simple, le monde réduit à n'être plus qu'un cercle, en proie à une lutte entre la force d'attraction et la force de répulsion, la première agissant en tant que pesanteur, qui s'efforce de toutes parts vers le centre, la seconde agissant comme impénétrabilité, qui résiste à l'autre, soit solidité, soit élasticité, action et réaction perpétuelle, qui peut être considérée comme l'objectivité de la volonté à son degré le plus infime, et qui déjà ici en exprime le caractère. Ainsi nous avons vu, au degré le plus bas, la volonté nous apparaître comme une poussée aveugle, comme un effort mystérieux et sourd, éloigné de toute conscience immédiate. C'est l'espèce la plus simple et la plus faible de ces objectivations. En tant que poussée aveugle et effort inconscient, elle se manifeste dans toute la nature inorganique, dans toutes les forces premières, dont c'est le rôle de la physique et de la chimie de chercher à connaître les lois, et dont chacune nous apparaît dans des millions de phénomènes, tout à fait semblables et réguliers, ne portant aucune trace de caractère individuel.
Elle se multiplie à travers l'espace et le temps, c'est-à-dire le principe d'individuation, comme une image dans les facettes d'une coupe, plus évidente à mesure qu'elle s'élève de degré en degré dans son objectivation. La volonté agit cependant aussi dans le règne végétal, où le lien des phénomènes n'est plus, à proprement parler, une cause, mais une excitation. Elle est absolument inconsciente, semblable à une force obscure. Nous la retrouvons encore dans la partie végétative des phénomènes animaux, dans la production et dans le développement de chaque animal, de même que dans l'entretien de son économie intérieure, et là de même, ce sont de simples excitations qui déterminent sa manifestation. Les degrés de plus en plus élevés de l'objectivité de la volonté conduisent finalement au point où l'individu, qui représente l'idée, ne pouvait plus se procurer, par le simple mouvement résultant d'une excitation, la nature qu'il doit s'assimiler. Car il faut bien que quelque excitation de ce genre intervienne, et entre toutes, ici, la nourriture est plus spécialement indiquée. La diversité toujours croissante des phénomènes individuels donne lieu à une telle foule et à une telle mêlée qu'ils se gênent mutuellement, et que la chance de laquelle l'individu mu par simple excitation est condamné à attendre sa nourriture deviendrait ici trop peu favorable. L'animal, dès l'instant où il sort de l'œuf ou des flancs de sa mère, doit pouvoir chercher et choisir les éléments de sa nourriture. De là vient la nécessité de la locomotion, déterminée par des motifs, et pour cela celle de la connaissance. Elle apparaît représentée par le cerveau ou par un gros ganglion, de même que toute autre tendance ou destination de la volonté, lorsqu'elle s'objective, est représentée par un organe, c'est-à-dire se manifeste à la perception sous la forme d'un organe. Mais dès que cet auxiliaire est intervenu, le monde comme représentation surgit tout à coup, avec toutes ses formes d'objets et de sujets, de temps, d'espace, de pluralité et de causalité. Le monde se manifeste alors sous sa seconde face. Jusqu'ici, il était uniquement volonté. Maintenant, il est aussi représentation, objet du sujet connaissant. La volonté qui développait auparavant son effort dans les ténèbres, avec une sûreté infaillible, arrivée à ce degré, s'est munie d'un flambeau, qui lui était nécessaire pour écarter le désavantage résultant, pour ces phénomènes les plus parfaits, de leur surabondance et de leur variété. La sûreté, la régularité impeccable avec laquelle elle procédait dans le monde inorganique, comme dans le règne végétal, en qualité de tendance aveugle, provient de ce que, au début, elle était seule à agir, sans le concours, mais aussi sans l'embarras que lui apporte un nouveau monde tout différent, celui de la représentation. Bien qu'il reflète l'essence même de la volonté, il a pourtant une toute autre nature et intervient maintenant dans l'enchaînement de ces phénomènes. Ici s'arrête l'infaillible sûreté de la volonté. L'animal est déjà exposé à l'illusion, à l'apparence. Mais il n'a que des représentations intuitives. Il est dépourvu de concepts, de réflexion, enchaîné au présent, incapable de prévoir l'avenir. Il semble, dans bien des cas, que cette connaissance dépourvue de raison ne soit pas suffisante pour le but qu'il poursuit, et qu'elle ait besoin d'un auxiliaire. Car ce phénomène très curieux se présente à nous que l'activité aveugle de la volonté est celle qui est éclairée par la connaissance, empiète d'une façon frappante sur le domaine l'une de l'autre, en revêtant deux formes différentes de manifestation. La première est celle-ci. Parmi les actes des animaux dirigés par la connaissance intuitive et par les motifs qui en dérivent, nous en trouvons qui en sont dépourvus, qui, par conséquent, s'accomplissent avec la nécessité d'une volonté agissant aveuglément. L'autre cas, opposé au premier, se présente lorsqu'inversement, c'est la lumière de la connaissance qui pénètre dans le laboratoire de la volonté aveugle et éclaire les fonctions végétatives de l'organisme humain. Tel est le cas de la lucidité magnétique. Enfin, là où la volonté est parvenue à son plus haut degré d'objectivation, la connaissance dont les animaux sont capables ne suffit plus, connaissance qu'ils doivent à l'entendement,
auquel les sens fournissent leurs données, et qui est par conséquent une simple intuition, tout entière tournée vers le présent. L'homme, cette créature compliquée, multiple d'aspects, plastique, éminemment remplie de besoins, et exposée à d'innombrables lésions, devait, pour pouvoir résister, être éclairé par une double connaissance. À l'intuition simple devait venir s'ajouter, pour ainsi dire, une puissance plus élevée de la connaissance intuitive, un reflet de celle-ci. En un mot, la raison, la faculté de créer des concepts. Avec elle se présente la réflexion, qui embrasse la vue de l'avenir et du passé, et à sa suite la méditation, la précaution, la faculté de prévoir, de se conduire indépendamment du présent, enfin la pleine et entière conscience des décisions de la volonté en tant que telle. Plus haut, nous avons vu qu'avec la simple connaissance intuitive était née la possibilité de l'apparence et de l'illusion, et que dès lors l'infaillibilité qu'avait auparavant la volonté dans son effort inconscient et aveugle disparaissait. Par suite, l'instinct et les dispositions industrieuses, manifestations inconscientes de la volonté, qui se rangent d'ailleurs parmi les manifestations accompagnées de connaissances, étaient rendues nécessaires. Avec l'avènement de la raison, cette sûreté, cette infaillibilité, qui, à l'autre extrême de la nature inorganique, apparaît avec un caractère de rigoureuse régularité, s'évanouit presque entièrement. L'instinct disparaît tout à fait. La circonspection, qui doit tenir lieu de tout, produit, comme on l'a vu dans le premier livre, l'hésitation et l'incertitude. L'erreur devient possible, et dans bien des cas empoche l'objectivation adéquate de la volonté par des actes. Car bien que la volonté ait déjà pris, dans le caractère, une direction déterminée et invariable, d'après laquelle elle se manifeste elle-même d'une façon infaillible à l'occasion des motifs, cependant l'erreur peut fausser ces manifestations, des motifs illusoires pouvant prendre la place des motifs véritables et les annihiler. C'est par exemple ce qui arrive quand la superstition suggère des motifs imaginaires, motifs qui entraînent l'homme à se conduire d'une façon absolument opposée à la manière dont sa volonté se manifesterait dans les circonstances identiques. Agamemnon sacrifie sa fille, un avare verse des aumônes par égoïsme pur, dans l'espérance de se les voir un jour rendus au centuple, etc. La connaissance en général, raisonnée aussi bien que purement intuitive, jaillit donc de la volonté, et appartient à l'essence des degrés les plus hauts de son objectivation, comme un moyen de conservation de l'individu et de l'espèce, aussi bien que tout organe du corps. Originairement attachée au service de la volonté et à l'accomplissement de ses desseins, elle reste presque continuellement prête à la servir. Ainsi en est-il chez tous les animaux et chez presque tous les hommes. Pourtant, nous verrons au troisième livre comment, chez quelques hommes, la connaissance peut s'affranchir de cette certitude, rejeter ce joug, et rester purement elle-même, indépendante de tout but volontaire, comme pur et clair miroir du monde. C'est de là que procède l'art. Enfin, dans le quatrième livre, nous verrons comment cette sorte de connaissance, quand elle réagit sur la volonté, peut entraîner sa disparition, c'est-à-dire la résignation qui est le but final, l'essence intime de toute vertu et de toute sainteté, et la délivrance du monde. Chapitre 28. Nous avons étudié la grande quantité et la variété des phénomènes dans lesquels la volonté s'objective. Nous avons vu aussi leur lutte éternelle et implacable. Toutefois, dans la suite des considérations que nous avons présentées jusqu'ici, nous avons constaté que la volonté elle-même, comme chose en soi, n'est nullement impliquée dans leur multiplicité et leur diversité. La variété des idées platoniciennes, c'est-à-dire les degrés d'objectivation, la foule des individus dans lesquels chacune d'elles se manifeste, la lutte des formes et de la matière, tout cela ne concerne pas la volonté, mais n'est qu'une manière, une façon dont elle s'objective, et n'a, par suite, qu'une relation médiate avec elle. Par cette relation,
Tout cela aussi, pour la représentation, appartient à l'expression de son essence. Comme une lanterne magique montre de nombreuses et multiples images, bien qu'il n'y ait qu'une seule et même flamme pour les éclairer, de même, dans la multiplicité des phénomènes qui remplissent le monde, où ils se juxtaposent ou se chassent réciproquement comme succession d'événements, c'est la volonté seule qui se manifeste. C'est elle dont tous ces phénomènes constituent la visibilité, l'objectivité. C'est elle qui demeure immuable au milieu de toutes les variations. Elle seule est la chose en soi, et tout objet est manifestation, phénomène, pour parler le langage de Kant. Bien que la volonté trouve son objectivation la plus nette et la plus parfaite dans l'homme en tant qu'idée platonicienne, cependant, à elle seule, elle ne suffisait pas à manifester son essence. L'idée de l'homme avait besoin, pour se manifester dans toute sa valeur, de ne pas s'exprimer seule et détachée, mais elle devait être accompagnée de la série descendante des degrés à travers toutes les formes animales, en passant par le règne végétal, pour aller jusqu'à la matière inorganique. Ils forment un tout et se réunissent pour l'objectivation complète de la volonté. Ils sont présupposés par l'idée de l'homme, comme les fleurs présupposent les feuilles de l'arbre, les branches, le tronc et la racine. Ils forment une pyramide dont l'homme est le sommet. Aussi, pour peu que l'on se complaise aux comparaisons, peut-on dire que leur phénomène accompagne celui de l'homme d'une façon aussi nécessaire que la pleine lumière s'accompagne des gradations de toutes sortes de la pénombre à travers lesquelles elle passe pour se perdre dans l'obscurité. On peut encore les appeler l'écho de l'homme, et dire l'animal et la plante sont la quinte et la tierce mineure de l'homme. Le règne inorganique est son octave inférieure. Toute la vérité de cette dernière comparaison ne sera bien claire pour nous qu'après que, dans le livre suivant, nous aurons cherché à approfondir la signification de la musique. Nous verrons alors comment la mélodie, qui marche enchaînée par les tons élevés et agiles, doit, en un certain sens, être considérée comme représentant l'enchaînement que la réflexion met dans la vie et les passions de l'homme, et comment, par contre, les accompagnements non enchaînés, accompagnements qui complètent nécessairement l'harmonie musicale, représentent le reste de la nature animale et inconsciente. Nous parlerons de cela en son lieu, quand nous ne serons plus exposés à être soupçonnés de paradoxe. Mais cette nécessité interne de l'objectivité adéquate de la volonté, inséparable de la suite des degrés de ces manifestations, nous la trouvons encore dans l'ensemble de ces manifestations, exprimées par une nécessité externe. C'est elle qui fait que l'homme, pour subsister, a besoin des animaux, et ceux-ci, par série graduelle, ont besoin les uns des autres, puis aussi des plantes, lesquelles à leur tour ont besoin du sol, de l'eau, des éléments chimiques et de leurs combinaisons, de la planète, du soleil, de la rotation et de la course de la Terre autour de celui-ci, de l'obliquité, de l'écliptique, etc., etc. Au fond, la raison en est que la volonté doit se nourrir d'elle-même, puisque hors d'elle il n'y a rien, et qu'elle est une volonté affamée. D'où lutte, anxiété et souffrance. Ainsi la connaissance de l'unité de la volonté, comme chose en soi, dans la variété et la multiplicité infinie des phénomènes, nous donne seule la vraie explication de cette analogie merveilleuse, et qu'on ne peut méconnaître entre toutes les productions de la nature, de cette ressemblance de famille qui les fait considérer comme des variations d'un même thème qui n'est pas donné. De même, par la connaissance claire et profonde de cette harmonie, de cet enchaînement essentiel de toutes les parties qui constituent le monde, de cette nécessité de leur gradation que nous avons examinée plus haut, nous est ouverte une vue véritable et assez claire sur la nature intime et la signification de l'indéniable finalité de tous les produits naturels organiques, finalité qu'aussi bien nous admettons a priori dans cette étude et cette analyse. Cette adaptation finale offre un double caractère. D'une part, elle est intime, c'est-à-dire qu'elle est une disposition de toutes les parties d'un organisme particulier,
faites de sorte que la convenance de cet organisme et de son genre en résulte et apparaissent, par suite, comme le but de cette disposition. D'autre part, cette adaptation est extérieure, c'est-à-dire qu'elle est une relation de la nature inorganique avec la nature organique en général, ou aussi de quelques parties de la nature entre elles, qui rend possible la conservation de l'ensemble de la nature organique ou de quelques espèces particulières. Aussi, en concluons-nous que cette relation est un moyen pour atteindre cette fin. La finalité intérieure se rattache de la manière qu'on va voir à notre étude précédente. Puisque d'après ce qui précède, toute la variété des formes dans la nature et la multiplicité des individus ne concernent en rien la volonté, mais seulement son objectivité et la forme de celle-ci, il en résulte nécessairement qu'elle est indivisible et subsiste intégralement dans chaque phénomène, bien que les degrés de son objectivation, les idées platoniciennes, soient très variés. Nous pouvons, pour faciliter l'intelligence, considérer ces différentes idées comme des actes isolés et simples en soi de la volonté, dans lesquels son essence se manifeste plus ou moins. Mais les individus sont à leur tour des manifestations des idées, et par suite de ces actes dans le temps, dans l'espace et dans la multiplicité. Un tel acte ou une telle idée conserve donc aux degrés les plus bas de son objectivité son unité, même dans le phénomène, tandis qu'aux degrés les plus élevés, il a besoin, pour se manifester, de toute une série d'états et de développements dans le temps, qui, à eux tous, constituent l'expression de son essence. C'est ainsi, par exemple, que l'idée qui se manifeste dans une force naturelle quelconque n'a toujours qu'une manifestation simple, bien que cette manifestation puisse varier d'après la nature des relations extérieures. Sans cela, on ne pourrait même pas prouver son identité, car on ne peut le faire que par élimination de la variété qui résulte uniquement de relations extérieures. Ainsi le cristal n'a qu'une manifestation d'existence, qui est sa cristallisation, et celle-ci trouve à son tour son expression complètement parfaite et achevée dans cette forme durcie, cadavre de cette vie momentanée. Déjà la plante n'exprime pas en une seule fois et par une manifestation simple l'idée dont elle est le phénomène, mais par une succession de développements organiques dans le temps. L'animal non seulement développe de même son organisme dans une succession souvent très variée d'états, métamorphoses, mais cette forme elle-même, bien qu'étant déjà objectivité de la volonté à ce degré, ne suffit pas cependant à donner une expression complète de son idée. Celle-ci s'achève beaucoup mieux dans les actions de l'animal où son caractère empirique, qui est le même dans toute l'espèce, s'exprime et donne pour la première fois la manifestation complète de l'idée, en quoi il suppose donner comme base un organisme déterminé. Chez l'homme, chaque individu a déjà son caractère empirique particulier, comme nous le verrons au 4e livre, jusqu'à suppression complète du caractère spécifique par l'annihilation de toute volonté. Ce qui, par le développement nécessaire dans le temps et aussi par le fractionnement en actions isolées, est reconnu comme caractère empirique, constitue, abstraction faite de cette forme temporelle du phénomène, le caractère intelligible selon l'expression de Kant, qui, en faisant ressortir cette distinction et en établissant le rapport entre la liberté et la nécessité, c'est-à-dire proprement entre la volonté comme chose en soi et sa manifestation dans le temps, montre d'une façon remarquablement supérieure l'immortelle utilité de son rôle. Le caractère intelligible coïncide donc avec l'idée, ou plus particulièrement avec l'acte de volonté primitif qui se manifeste dans l'idée. De cette façon, non seulement le caractère empirique de chaque homme, mais aussi celui de chaque espèce d'animaux et de plantes, celui même de toute force primitive du monde inorganique, peut être envisagé comme la manifestation d'un caractère intelligible, c'est-à-dire d'un acte de volonté indivisible existant en dehors du temps. Il faut signaler, en passant la naïveté avec laquelle, par sa simple forme, chaque plante exprime et met en lumière tout son caractère, manifeste tout son être et tout son vouloir,
C'est par là que les physionomies des plantes sont si intéressantes. L'animal, au contraire, demande déjà, si on veut le connaître conformément à son essence, à être étudié dans ses actes et dans ses mœurs. Quant à l'homme, il faut le sonder, et lui arracher son secret, car la raison le rend éminemment capable de dissimulation. L'animal est aussi supérieur en naïveté à l'homme que la plante l'est à l'animal. Chez l'animal, nous voyons la volonté de vivre en quelque sorte plus à découverte que chez l'homme. Chez l'homme, en effet, la connaissance qui la déguise est si développée, la faculté de feindre la dissimule si bien, que la véritable essence ne peut guère se montrer au grand jour que par hasard et par moments. Dans les plantes, elle se montre tout à fait à nu, mais aussi d'une manière bien moins intense, comme une simple et aveugle impulsion vers l'être, dépourvue de but et de fin. La plante, en effet, manifeste tout son être à première vue. Sa pudeur ne souffre point de ce que chez elle les parties génitales, qui chez tous les animaux occupent la place la plus cachée, se laissent voir librement à son sommet. Cette innocence des plantes vient de ce qu'elles sont privées de connaissance. Ce n'est point dans le vouloir, c'est dans le vouloir accompagné de connaissance que constitue la faute. Chaque plante révèle au premier abord son pays, son climat et la nature du sol où elle est née. Aussi suffit-il de peu d'exercice pour reconnaître aisément si une plante exotique appartient à la zone tropicale ou à la zone tempérée, si elle pousse dans l'eau, dans les massifs, sur les montagnes ou dans la lande. En outre, chaque plante indique encore la volonté particulière de son espèce, et elle fait des confidences qui ne se peuvent exprimer en aucune autre langue. Revenons maintenant à la question et appliquons ce que nous avons dit à l'étude téléologique des organismes, dans la mesure où cette étude intéresse leur finalité interne. Si, dans la nature inorganique, l'idée que l'on doit considérer partout comme un acte de volonté unique ne se manifeste que dans un phénomène également unique et toujours identique, et si, par suite, l'on peut dire qu'ici le caractère empirique participe immédiatement de l'unité du caractère intelligible, que tous deux en quelque sorte se confondent ensemble, ce qui fait qu'aucune finalité intérieure ne peut se montrer dans la nature inorganique, si au contraire, grâce à la suite de développements successifs, conditionnés dans les organismes par la multiplicité des parties différentes juxtaposées entre elles, chaque organisme exprime son idée, si on résumait la somme des phénomènes du caractère empirique est avant tout dans les organismes, une manifestation totale du caractère intelligible, malgré tout, la juxtaposition nécessaire des parties et la succession des développements n'empêchent point l'unité de l'idée qui se manifeste, ni de l'acte de volonté qui se révèle. Cette unité trouve au contraire son expression dans la relation et dans l'enchaînement nécessaire des parties et dans leur développement respectif, conformément à la loi de causalité. Puisque c'est la volonté unique et indivisible, c'est-à-dire une volonté parfaitement d'accord avec elle-même, qui se manifeste dans l'ensemble de l'idée comme dans un seul acte, il s'ensuit que son phénomène, bien qu'il se partage en parties et en modalités différentes, n'en dénote pas moins son unité par l'accord constant de ses modalités et de ses parties. Cela arrive grâce à une relation et à une dépendance nécessaire de toutes les parties entre elles. Grâce à cette relation, l'unité de l'idée se trouve rétablie jusque dans le phénomène. Nous voyons donc que les différentes parties et fonctions de l'organisme se servent réciproquement de moyens et de fins les unes aux autres, et que cependant l'organisme lui-même est leur fin commune et dernière. Par suite, si d'une part l'idée qui de soi est simple se disperse en une multitude de parties et d'états organiques, si d'autre part l'unité de l'idée se rétablit au moyen de la liaison nécessaire de toutes les parties et de toutes les fonctions, liaison qui résulte des rapports réciproques de cause à effet, c'est-à-dire de moyen à fin, existant entre elles, cela n'appartient point en propre à l'essence de la volonté qui se manifeste considérée comme volonté. Cela n'appartient point à la chose en soi, mais seulement à son phénomène, soumis à l'espace, au temps et à la causalité.
c'est-à-dire à de simples expressions du principe de soi, à la forme du phénomène. Le morcellement et la reconstruction de l'idée, essentiellement une, appartiennent au monde considéré comme représentation, non au monde considéré comme volonté. Cette double opération ressortit à la modalité dans laquelle la volonté, à ce degré de son objectivité, devient objet, c'est-à-dire représentation. À condition de se pénétrer du sens de cette exposition, peut-être un peu ardue, l'on acquérera une intelligence vraiment exacte de cette doctrine de Kant. Savoir que la finalité du monde organique, comme aussi la régularité du monde inorganique, sont introduites dans la nature par notre entendement, par suite n'appartiennent l'une comme l'autre qu'au phénomène, nullement à la chose en soi. L'admiration que nous constations naguère, admiration excitée en nous par la régularité infaillible et constante de la nature inorganique, est en réalité identique à celle que nous inspire la finalité de la nature organique. Car, dans l'un et dans l'autre cas, ce qui nous étonne, c'est de voir l'unité primordiale de l'idée, qui, pour les besoins de la représentation, avait revêtu la forme de la pluralité et de la diversité. Suivant la division que nous avons établie plus haut, passons à ce qui concerne la seconde espèce de finalité, ou finalité externe, qui se manifeste non dans l'économie interne des organismes, mais dans le secours, dans l'appui extérieur qu'ils empruntent à la nature inorganique, ou qu'ils se prêtent entre eux. Cette finalité trouve également son application générale dans l'exposition que nous avons faite plus haut, car le monde tout entier, avec tous ses phénomènes, est l'objectivité de la volonté une et indivisible. Il est l'idée qui se comporte en regard des autres idées, comme l'harmonie par rapport aux voix isolées. Par suite, cette unité de la volonté doit se manifester également dans l'accord de tous ces phénomènes entre eux. Mais nous pouvons rendre cet aperçu bien plus clair encore si nous observons de plus près les manifestations de cette finalité extérieure, de cet accord des différentes parties de la nature. Cette exposition servira à rendre la précédente encore plus lumineuse. La meilleure méthode pour faire cette étude, c'est de considérer l'analogie suivante. Le caractère de chaque homme, dans la mesure où il est individuel et ne se ramène pas tout entier à celui de l'espèce, peut être envisagé comme une idée particulière, correspondant à un acte particulier d'objectivation de la volonté. Cet acte lui-même serait alors son caractère intelligible, et le phénomène de celui-ci serait le caractère empirique. Le caractère empirique est complètement déterminé par le caractère intelligible, lequel est volonté, volonté sans raison, c'est-à-dire volonté soustraite comme chose en soi au principe de raison, qui est la forme du phénomène. Le caractère empirique doit, dans le cours de l'existence, présenter le reflet du caractère intelligible, et il ne peut se comporter autrement que ne l'exige la nature de celui-ci. Toutefois, cette détermination ne s'étend qu'à ce qu'il y a d'essentiel, non à ce qu'il y a d'accidentel dans l'existence ainsi réglée. Cette part accidentelle dépend de la détermination extérieure des événements et des actions. Ceux-ci sont la matière que revêt le caractère empirique pour se manifester. Ils sont déterminés par des circonstances extérieures que fournissent les motifs, sur lesquels le caractère réagit conformément à sa nature. Or, comme ils peuvent être très divers, il s'ensuit que c'est d'après leur influence que se règle la forme extérieure de la manifestation du caractère empirique, c'est-à-dire la tournure précise que prend une existence dans la suite des faits ou dans l'histoire. Comparer la volonté dans la nature, à la fin du paragraphe Anatomie comparée. Cette tournure est susceptible de nombreuses variétés, bien que la partie essentielle du phénomène, c'est-à-dire son contenu, reste la même. Ainsi, par exemple, c'est une question qui n'intéresse nullement les sens que celle de savoir si l'on joue des noix ou une couronne. Celle au contraire de savoir si l'on triche ou si l'on joue honnêtement concerne les sens. Celle-ci dépend du caractère intelligible, celle-là de l'influence extérieure. De même qu'un thème unique peut se présenter sous 1000 variations différentes, de même un caractère unique se manifeste en 1000 existences très diverses. Mais quelque variée que puisse être l'influence extérieure, le caractère empirique qui se manifeste dans une existence n'en doit pas moins de quelque façon qu'il se comporte,
objectiver exactement le caractère intelligible en conformant son objectivation à la matière donnée, c'est-à-dire aux circonstances effectives. Nous devons admettre quelque chose d'analogue à cette influence des objets extérieurs sur le cours de la vie, déterminée quant à son essence par le caractère. Si nous voulons nous expliquer de quelle manière la volonté, dans son acte primitif d'objectivation, détermine les différentes idées dans lesquelles elle s'objective, c'est-à-dire les différentes figures des créatures de toutes sortes entre lesquelles elle répartit son objectivation, et qui, par le fait, doivent avoir nécessairement dans leurs phénomènes des rapports réciproques. Nous devons admettre qu'entre tous ces phénomènes d'une volonté unique, il s'est produit une adaptation, un accord général et réciproque malgré tout. Il ne faut introduire ici, comme nous allons bientôt le voir plus clairement, aucune détermination du temps, puisque l'idée réside en dehors du temps. Par suite, chaque phénomène a cru s'adapter aux circonstances dans lesquelles il se manifeste, et réciproquement les circonstances aux phénomènes, bien que les phénomènes occupent dans le temps une place beaucoup plus récente, partout nous constatons ce consensus naturel. Voilà pourquoi chaque plante est appropriée à son sol et à son climat, chaque animal à son élément et à la proie dont il doit faire sa nourriture. L'animal est aussi, dans une certaine mesure, protégé d'une façon ou d'une autre contre ses ennemis naturels. L'œil est accommodé à la lumière et à sa réfrangibilité. Le poumon et le sang à l'atmosphère. La vessie natatoire à l'eau. L'œil du phoque à l'eau et à l'air. Les cellules à eau de l'estomac du chameau à la sécheresse des déserts africains. La voile du Nautilus au vent qui doit pousser sa petite barque. Et ainsi de suite jusqu'aux exemples les plus spéciaux et les plus étonnants de la finalité extérieure. Mais dans tout cela, il faut faire abstraction de toutes les relations de temps. Les relations de temps, en effet, ne concernent que le phénomène de l'idée, nullement l'idée elle-même. Par suite, nous pouvons donner à cette méthode d'explication une valeur rétroactive et admettre non seulement que chaque espèce s'est accommodée aux circonstances préexistantes, mais encore que les circonstances préexistantes elles-mêmes ont eu pour ainsi dire égard aux autres êtres qui viendraient un jour. Car c'est bien une seule et unique volonté qui s'objective dans le monde tout entier. Elle ne connaît point le temps, car le temps, cette expression du principe de raison, n'a de valeur ni pour elle, ni pour son objectivité primitive, les idées, mais seulement pour la modalité dans laquelle les idées sont connues des individus, périssables même, je veux dire pour le phénomène des idées. Aussi, dans les présentes considérations sur la manière dont l'objectivation de la volonté se fragmente en différentes idées, l'ordre de consécution dans le temps est tout à fait sans importance. Supposons une idée dont le phénomène, conformément au principe de causalité qui le régit en tant que phénomène, se présente plus tôt dans la série des temps, cette idée n'a, par le fait, aucun avantage sur celle dont le phénomène se présente plus tard. Cette dernière, au contraire, est justement l'objectivation la plus parfaite de la volonté, objectivation à laquelle les objectivations précédentes ont dû s'adapter, comme elles s'adaptent elles-mêmes aux précédentes. Ainsi la course des planètes, l'inclinaison de l'écliptique, la rotation de la Terre, le partage du continent et de la mer, l'atmosphère, la lumière, la chaleur et tous les phénomènes analogues qui sont dans la nature ce qu'est dans l'harmonie la base fondamentale, se sont conformés avec précision aux races futures d'êtres vivants, dont ils devaient être les rapports et les soutiens. Le sol s'adapte à la nourriture des plantes, les plantes à la nourriture des animaux à la nourriture de l'homme, et réciproquement. Toutes les parties de la nature se rencontrent parce que c'est une seule volonté qui se manifeste en elles toutes, et que la suite des temps est complètement étrangère à son objectivité primitive, à la seule qui soit adéquate, je veux dire aux idées. Aujourd'hui que les espèces n'ont plus à naître, mais seulement à subsister, nous constatons encore, çà et là, cette prévoyance de la nature qui s'étend jusque dans l'avenir et qui fait, pour ainsi dire, abstraction de la suite des temps. C'est une accommodation de ce qui existe présentement à ce qui est encore à venir. C'est ainsi que l'oiseau bâtit un nid pour des petits qu'il ne connaît pas encore.
De même, le castor élève une construction dont le but lui est inconnu. La fourmi, le hamster, l'abeille amassent des provisions pour l'hiver qu'ils ignorent. L'araignée, le fourmilion, dressent avec une ruse calculée des pièges pour une proie à venir qui leur est encore inconnue. Les insectes déposent leurs œufs dans les endroits où la future larve trouvera sa nourriture à venir. Lorsque, au temps de la floraison, la fleur femelle de la Vallisneria déroule les spires de sa tige qui la retenait jusque-là au fond de l'eau et émerge ainsi à la surface, juste au même moment, la fleur mâle s'arrache à la courte tige sur laquelle elle poussait au fond de l'eau, et, au prix de sa vie, elle gagne ainsi la surface. Une fois qu'elle y est parvenue, elle flotte autour de la fleur femelle et elle la cherche. Celle-ci, après la fécondation, grâce à une nouvelle contraction de ses spires, regagne les profondeurs où le fruit va se former. Il faut encore citer la larve du cerf-volant mâle, qui, lorsqu'elle force son trou dans le bois en vue de la métamorphose, le fait une fois plus gros que la larve femelle, afin d'avoir de la place pour ses cornes à venir. L'instinct des animaux est, en somme, le meilleur exemple pour éclaircir la téléologie du reste de la nature. En effet, il en est de l'instinct comme de toute production au sein de la nature. C'est une action qui semble dirigée vers un but, et qui est complètement dénuée d'intention. Car dans la téléologie de la nature, tant extérieure qu'intérieure, ce que nous concevons comme moyen et fin n'est partout qu'une manifestation, située dans le temps et l'espace, et appropriée à notre manière de connaître. Manifestation de l'unité de la volonté, d'accord avec elle-même dans ses limites. Mais parfois, cette adaptation réciproque, cette conformation des phénomènes les uns aux autres, conformation qui procède de l'unité de la volonté, ne réussissent pas à faire disparaître le conflit dont nous parlions tout à l'heure, qui se traduit par une lutte générale dans la nature et qui tient à l'essence de la volonté. L'harmonie ne s'étend que dans les limites où elle est nécessaire à l'existence et à la subsistance du monde et des créatures, qui, sans l'harmonie, auraient déjà péri depuis longtemps. Voilà pourquoi cette harmonie se borne à garantir la conservation et les conditions générales d'existence à l'espèce, non à l'individu. Si donc, grâce à l'harmonie et à l'adaptation, les espèces dans le monde organique, les forces générales de la nature dans le monde inorganique, coexistent les unes avec les autres et même se prêtent mutuellement appui, en revanche, la lutte intime de la volonté, qui s'objective dans toutes ses idées, se traduit dans la guerre à mort, guerre sans trêve, que se font les individus de ces espèces, et dans le conflit éternel et réciproque des phénomènes des forces naturelles. Nous avons d'ailleurs déjà indiqué ce point. Le théâtre et l'enjeu de cette lutte, c'est la matière dont ils se disputent la possession, c'est le temps et l'espace qui, réunis dans la forme et la causalité, constituent à proprement parler cette matière, ainsi que nous l'avons vu dans le premier livre. Chapitre 29. Je termine ici cette seconde grande division de mon travail. J'espère avoir réussi, autant du moins que cela est possible, lorsqu'on exprime pour la première fois une pensée neuve, qui, par suite, n'est point encore complètement débarrassée des caractères personnels à son premier auteur. J'espère, dis-je, avoir réussi à prouver d'une manière certaine que ce monde où nous vivons et existons est à la fois et dans tout son être partout volonté, partout représentation, que la représentation suppose déjà comme telle une forme, celle de l'objet et du sujet, et que par conséquent elle est relative, qu'enfin si nous nous demandons ce qui subsiste, abstraction faite de cette forme et de toutes celles qui lui sont subordonnées et qui sont exprimées par le principe de raison, ce résidu considéré comme différent de tout point, tautogénaire, de la représentation, ne peut être autre que la volonté, c'est-à-dire la chose en soi proprement dite. Chacun a conscience qu'il est lui-même cette volonté, volonté constitutive de l'être intime du monde. Chacun aussi a conscience qu'il est lui-même le sujet connaissant, dont le monde entier est la représentation. Ce monde n'a donc d'existence que par rapport
à la conscience, qui est son support nécessaire. Ainsi, sous ce double rapport, chacun est lui-même le monde entier, le microcosme. Chacun trouve les deux faces du monde pleines et entières en lui, et ce que chacun reconnaît comme sa propre essence épuise aussi l'essence du monde entier, du microcosme. Ainsi, le monde est, comme l'individu, partout volonté, partout représentation. Et en dehors de ces deux éléments, il ne reste aucun résidu. Nous voyons ainsi que la philosophie de Thalès, qui étudie le macrocosme, se confond avec celle de Socrate, qui étudie le microcosme. Leurs deux sujets, en effet, se retrouvent réduits à l'identité. Les théories exposées dans les deux premiers livres gagneront ainsi en précision comme en solidité dans les deux livres suivants. En outre, bien des questions que nos considérations précédentes ont plus ou moins clairement soulevées y trouveront, j'espère, une réponse satisfaisante. Il y a pourtant une de ces questions que nous devons encore examiner à part, car elle ne se pose que si l'on n'est pas bien entré dans l'esprit de notre précédente exposition. D'ailleurs, elle peut servir à l'éclaircir. La voici. Toute volonté est la volonté de quelque chose. Elle a un objet, un but de son effort. Qu'est-ce donc que veut cette volonté, qu'on nous donne comme l'essence du monde en soi, et à quoi tend-elle? Cette question, comme beaucoup d'autres, repose sur la confusion de l'être en soi et du phénomène. Le phénomène est soumis au principe de raison, dont la loi de causalité est une forme. Il n'en est pas de même de l'être en soi. Il n'y a que les phénomènes comme tels, et que les choses isolées, dont on puisse toujours donner une raison. La volonté s'en passe, ainsi que l'idée où elle s'objective d'une manière adéquate. Prenez un mouvement isolé, ou plus généralement une modification physique. Vous pouvez en chercher la cause, je veux dire un état qui ait rendu cette modification nécessaire. Vous ne le pouvez plus s'il s'agit de la force naturelle qui opérait dans ce phénomène et dans tous ceux qui lui ressemblent. C'est un vrai non-sens, résultant d'un défaut de réflexion, que de demander la cause de la pesanteur, de l'électricité, etc. Si l'on montrait que la pesanteur et l'électricité ne sont pas des forces naturelles irréductibles et simples, mais seulement des formes phénoménales d'une autre force connue et plus générale, on pourrait demander pourquoi cette force se traduit ici par la pesanteur, là par l'électricité. Cette analyse a été exposée plus haut en détail. L'acte isolé d'un individu conscient, qui n'est lui-même qu'un phénomène de la volonté, chose en soi, nécessite un motif, et n'aurait pas lieu sans cela. Mais de même que la cause matérielle détermine seulement le temps, le lieu et la matière où se manifestera telle ou telle force physique, de même le motif ne détermine dans l'acte volontaire d'un sujet conscient que le temps, le lieu et les circonstances différentes pour chaque acte. Il ne détermine pas le fait même que cet être veut, soit en général, soit dans ce cas particulier. C'est là une manifestation de son caractère intelligible. Celui-ci est la volonté même, la chose en soi. Il n'a pas de cause, étant hors du domaine où règne le principe de raison. Ainsi, l'homme a toujours un but et des motifs qui règlent ses fonctions. Il peut toujours rendre compte de sa conduite dans chaque cas, mais demandez-lui pourquoi il veut, ou pourquoi il veut être d'une manière générale, il ne saura que répondre. La question lui semblera même absurde. Il montrera par là qu'il a conscience de n'être que volonté, qu'il regarde ses volitions comme se comprenant d'elles-mêmes, et n'a besoin que pour ses actions particulières, et pour le moment où elles ont lieu, de la détermination spéciale des motifs. L'absence de tout but et de toute limite est, en effet, essentielle à la volonté en soi, qui est un effort sans fin. Nous avons déjà touché plus haut à la question en parlant de la force centrifuge. Le fait se manifeste aussi, sous sa forme la plus simple, au plus bas degré d'objectivité de la volonté, dans la pesanteur. On y voit nettement l'effort continuel
joint à l'impossibilité d'atteindre le but. Supposons que, comme elle y tend, toute la matière existante ne forme qu'une masse. À son intérieur, la pesanteur, qui tendrait vers le centre, continuerait à lutter contre l'impénétrabilité, sous forme de rigidité ou d'élasticité. L'effort de la matière ne peut qu'être continu. Il ne peut être jamais réalisé ni satisfait. C'est ce qu'il y a de commun avec toutes les forces qui sont des manifestations de la volonté. Le but qu'elle atteint n'est jamais que le point de départ d'une carrière nouvelle, et cela à l'infini. La plante, qui est une de ces manifestations, se développe et forme du bourgeon primitif la tige, les feuilles, les fleurs, les fruits. Mais le fruit est lui-même l'origine d'un nouveau bourgeon, d'un nouvel individu qui recommence à parcourir la vieille carrière, et cela éternellement. Il en est de même du cours de la vie chez les animaux. La procréation en est le plus haut point. Cet acte accompli, la vie du premier individu s'éteint plus ou moins vite, pendant qu'un autre assure à la nature la conservation de l'espèce, et recommence le même phénomène. C'est encore une simple manifestation de cet effort et de ce mouvement perpétuel que le renouvellement continuel de la matière dans chaque organisme. Les physiologistes n'y voient plus aujourd'hui un renouvellement nécessaire de la matière consommée par le mouvement. L'usure possible de la machine ne saurait équivaloir à l'apport constant de la nourriture, un éternel devenir, un écoulement sans fin. Voilà ce qui caractérise les manifestations de la volonté. Il en est aussi de même des efforts et des désirs de l'homme. Leur accomplissement, but suprême de la volonté, miroite devant nous. Mais dès qu'ils sont atteints, ils ne sont plus les mêmes. On les oublie, ils deviennent des vieilleries. Et qu'on se le cache ou non, on finit toujours par les mettre de côté, comme des illusions disparues. Trop heureux celui qui garde encore un désir et une aspiration. Il pourra continuer ce passage éternel du désir à sa réalisation, et de cette réalisation à un nouveau désir. Quand ce passage est rapide, il y a le bonheur. Il est la douleur s'il est lent. Mais au moins, il n'est pas cette immobilité qui produit un ennui affreux, paralysant, un désir sourd sans objet déterminé, une langueur mortelle. En résumé, la volonté sait toujours quand la conscience l'éclaire, ce qu'elle veut à tel moment et à tel endroit. Ce qu'elle veut en général, elle ne le sait jamais. Tout acte particulier a un but, la volonté même n'en a pas. Comme tous les phénomènes naturels isolés, son apparition, à tel lieu, à tel moment, est déterminée par une cause qui en rend raison. Mais la force plus générale qui se manifeste dans ce phénomène n'a pas elle-même de cause, puisqu'il n'est qu'un degré de manifestation de la chose en soi, de la volonté qui échappe au principe de raison. La seule conscience générale d'elle-même qu'est la volonté est la représentation totale, l'ensemble du monde qu'elle aperçoit. Il est son objectivité, sa manifestation et son miroir, et ce qu'il exprime à ce point de vue sera l'objet de nos considérations ultérieures.